Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre hebdo. Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. D'abord, ces annonces faites lundi soir par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran. Plusieurs mesures sont à retenir et entreront en application le 3 janvier, à commencer par le retour du télétravail obligatoire, au moins 3 jours par semaine pour tous les salariés pour lesquels il est rendu possible. Autre point important, les concerts et la consommation de boissons et de nourriture debout sera interdite dans les bars, cafés et salles de spectacle. Les jauges feront également leur grand retour. Enfin, les deux ministres ont évoqué la vaccination. Désormais, le délai pour bénéficier de la dose de rappel sera réduite à 3 mois. Écoutez cet extrait de l'intervention de Jean Castex. Nous faisons tout pour accélérer et renforcer la vaccination, faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, tout en cherchant à aller vers et à convaincre celles et ceux de nos concitoyens qui sont encore très éloignés du système de soins. Nous avons ouvert, sur la base du volontariat, la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, en priorisant ceux d'entre eux par ailleurs atteints d'autres pathologies. L'actualité, c'est aussi le décès du chef d'entreprise Yves Cugnot, mercredi à l'âge de 85 ans. Il a fondé le groupe éponyme spécialisé dans la construction modulaire, une entreprise devenue leader dans le secteur à partir des années 90. Mais Yves Cugnot n'était pas seulement chef d'entreprise, il est aussi connu pour ses nombreuses actions en tant que mécène dans sa commune natale du Poiré-sur-Vie, des dons de plusieurs millions d'euros. Nous avons recueilli le témoignage de son fils, Christophe Cugnot, contacté par téléphone. Mon papa était un autodidacte qui a créé son entreprise en 1972, quand il a repris la forge familiale, et ensuite il a créé son entreprise, tout d'abord de caravanes et bungalows chantiers, et puis dans les décennies qui ont suivi, il a développé effectivement la construction modulaire en France, en donnant ses lettres de noblesse à la construction modulaire, en améliorant l'architecture, le confort, l'esthétique, etc. Il a fallu plusieurs décennies pour passer de la caravane de chantier effectivement au bureau qu'on a aujourd'hui. Et tout ça, c'est une force de caractère, c'est une âme, un meneur d'hommes qui a emmené très très loin effectivement ses collaborateurs. C'est encore un coup dur pour les artisans traiteurs. Vendredi, vous le savez, c'était le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre, une période particulièrement importante pour ces professionnels. Mais avec la recrudescence des cas Covid, de nombreux événements organisés pour le Nouvel An ont été annulés. Les traiteurs se sont retrouvés parfois avec un carnet de commandes presque vide. Exemple avec la société Ludovic Hayes Traiteur. Les explications de Grégoire de Châtillon. C'est un appel à l'aide que lance cette entreprise. Depuis la fin de l'automne, elle fait face à une nouvelle vague d'annulations, en particulier pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Frappé de plein fouet, ce traiteur est dans le désarroi le plus complet. Le soir du 31 décembre, on devait avoir 2600 couverts. 2600 couverts, au jour d'aujourd'hui, il nous en reste 81. 81 parce que c'est une réception privée, dans une salle privée. Après, tout le reste, tous les réveillons ont été annulés purement et simplement. Pour janvier 2022, on est à 100% d'annulation, hormis 2 mariages, il nous reste pour l'instant, mais j'ai peu de doutes sur la destinée des mariages, ils vont être encore repoussés. Résultat, les effectifs sont très réduits, seulement quelques salariés dans les cuisines en préparation de commandes pour des particuliers. Une semaine comme ça, on devrait être une quarantaine à travailler. Aujourd'hui, on est 6. 90 à 95% d'annulation, mariages, séminaires, anniversaires, cocktails, inaugurations, mais aussi tous les vœux de la nouvelle année. Sur ce bureau, ces 2 paquets concentrent toutes les annulations depuis le début de la pandémie. Côté aide, pour Anne-France et Ludovic Hayes, leur secteur ne coche pas les bonnes cases. Leur corporation a été complètement oubliée. Mais oui. On aimerait avoir des aides pour pouvoir continuer à faire des réceptions en 2022, 2023 et pour les années à venir, oui. C'est assez perturbant parce qu'il y a des soucis à se faire dans le métier et il va y avoir la casse, oui. Plus que jamais empêchée de travailler, l'entreprise de Mouilleron-le-Captif enregistre aujourd'hui des pertes s'élevant à plusieurs millions d'euros depuis le début de la crise. Ça y est, lundi, les écoliers devront reprendre le chemin de l'école. Si les élèves profitent de leur dernier jour de vacances, les enseignants, eux, préparent déjà la reprise. C'est le cas notamment de Cyril Châtelain. Il enseigne dans un lycée professionnel au Sables-d'Olonne. Pour lui, les vacances riment aussi avec travail. Regardez. Cyril Châtelain est en train d'évaluer les travaux écrits de ses terminales Bac Pro.
il les prépare à leur oral de chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est une composante de leur baccalauréat qui est censée montrer l'aboutissement de leurs compétences, de leurs connaissances et aussi de leur engagement dans leur formation. J'ai besoin le silence m'angoisse, donc je mets de la musique. Voilà. Évaluation, correction, préparation de cours. Il ne faut pas croire que pendant les congés, les enseignants sont totalement en vacances. Cyril Châtelain, professeur de français, d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique au lycée professionnel Valère Maté des Sables-d'Olonne, n'a pas de quoi chômer. Il faut que je me partage entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et là, la rentrée, c'est la semaine prochaine. Avec les fêtes de Noël, je suis un peu en retard sur le travail. Ce qui fait que j'ai des cours à préparer. J'ai là, en l'occurrence, 4 paquets de copies à finir de corriger. Voilà, ça se prépare. Là, sur ce paquet-là, par exemple, j'y suis depuis ce matin. Et c'est pour une classe de terminale, quoi. Pendant ces périodes, il faut dire que pour lui, il est souvent difficile de couper totalement avec ses élèves. Je réfléchis beaucoup aux élèves. La seule période où j'arrive vraiment à couper, c'est les grandes vacances. Et encore que 15 jours avant la rentrée, on est déjà en train de préparer la rentrée. Donc, oui, le travail de prof, c'est pas que dans les salles de cours. Ça, c'est évident. Travailler à la maison, c'est aussi une organisation pour cet enseignant. Je ne peux pas corriger toutes mes copies d'une seule traite parce que déjà c'est fatigant et ensuite parce que je sais que si je fatigue, forcément ce sont les élèves qui vont en pâtir. Pour la préparation de ce cours d'éducation morale et civique, Cyril Châtelain va alors exercer sa responsabilité pédagogique afin d'ouvrir plusieurs débats avec sa classe de terminale, au menu, entre autres, l'étude de la bioéthique. Dans le reste de l'actualité, cette manifestation des pêcheurs à l'Île-Dieu mercredi. Près de 500 personnes ont marché silencieusement à travers Port-Joinville, d'après nos confrères de Neptune FM. Ils protestent notamment contre les récentes décisions de l'Europe, celle de diminuer les quotas de pêche à la sole de 37% dans le golfe de Gascogne. La diminution de quotas s'explique notamment par l'effondrement du nombre de sols juvéniles dans les eaux, mais selon les marins, cette baisse n'est pas liée à la surpêche de la sole. Écoutez. Ça dépend comment ils prennent cette baisse des juvéniles, parce que si c'est sur les débarquements criés, la différence de prix moyen entre la solette et la grosse sole, c'est 3 €. Quand vous avez un quota limité dans l'année, où vous savez que vous allez l'atteindre ou presque l'atteindre, vous n'allez pas chercher à aller pêcher du juvénile qui vaut 3 € de moins, vous allez plutôt chercher du gros poisson. Donc si c'est les débarquements criés, il faut qu'ils revoient leur copie parce que celle-là elle est fausse. Si c'est par rapport à des données qu'ils font en mer et qui font des prélèvements, on les a jamais vus venir pêcher à côté de nous, voir s'il y avait des juvéniles ou pas. Donc faudrait peut-être qu'ils embarquent à bord des bateaux ou alors qu'ils viennent voir un peu ce qui se passe. Mais nous, les juvéniles, ça ne nous intéresse pas de les pêcher. On a vécu l'arrêt du filet maillant dérivant en 2002. Ça concernait aux 3/4 que l'Île-Dieu. L'arrêt de la pêche au requin-taupe en 2009, ça ne concernait que l'Île-Dieu. J'ai envie de dire, la coupe est pleine. Là, on ne peut pas nous supprimer la dernière espèce. Justement, pour mieux comprendre les métiers de la pêche, vous pouvez vous rendre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Escalpêche, un centre d'interprétation maritime situé juste au-dessus de la criée. On peut y voir les bateaux de pêche desservir les poissons et ainsi mieux comprendre tout le fonctionnement du secteur de la pêche. Regardez. Situé dans le port de pêche et dans le même bâtiment que la criée, Escalpêche est l'un des seuls sites touristiques à rester ouvert pendant cette période des fêtes. Le lien avec les fêtes est forcément fait. Sans les marins pêcheurs et sans la filière pêche, les fêtes de Noël n'auraient pas la même saveur. Donc on est fiers de valoriser ces métiers à cette période-là pour aussi toucher des résidents secondaires, les locaux également, et être ouvert à plus de périodes possibles. Un site qui propose aux visiteurs de découvrir le quotidien des marins-pêcheurs, mais également l'ensemble des métiers liés à la pêche, avec des outils interactifs comme la table de tri. Chaque espèce a sa règle de calibrage. Donc là, on est avec une sole. Vous voyez, en fonction de son poids, la sole va rentrer dans une catégorie. Et tout ce travail-là est fait avant la vente aux enchères, puisque le poids et la taille aura une incidence sur le prix de vente à la vente aux enchères.
À quelques mètres de là, une simulation est proposée pour se mettre dans la peau d'un acheteur à la criée. Par exemple, là, si j'enchéris et que Saint-Gilles-Marais surenchérit, vous voyez que le prix, au lieu de descendre, il va remonter. Et pour aller plus loin, des conseils sont également proposés concernant la saisonnalité des poissons dans le but d'éclairer les visiteurs sur les produits qu'ils consomment. Les dernières actualités peuvent aussi être abordées comme la récente décision européenne de baisser de 36% les quotas de pêche de la sole. Un peu de sport à présent, cela fait des années qu'ils n'étaient pas montés aussi haut dans la compétition. Ce week-end, les joueurs de National 3, la Roche-Vendée Football, affrontent le FC Versailles pour les 16e de finale de la Coupe de France. Après de courtes vacances, les joueurs ont donc vite retrouvé le terrain. L'objectif est bien sûr de gagner ce match et aller le plus loin possible dans la Coupe, mais pas seulement. Nous avons suivi l'un de leurs entraînements dans ce reportage. Ok, vous remettez tout au sol et vous rentrez avec plus de rythme dans la conduite. À peine une semaine de coupure et voilà que les joueurs de la Roche VF reprennent déjà l'entraînement. L'une de leurs motivations, les 16e de finale de la Coupe de France. Voilà des années que le club n'avait pas été aussi loin dans la compétition. La Coupe de France, c'est l'occasion de vivre quelque chose d'exceptionnel. On s'en rend compte à chaque fois parce que même si nous n'en sommes qu'au 16e, on voit tout de suite l'émulation en ce moment. Alors la Coupe de France, je disais tout à l'heure qu'en réel, on est tous responsables dans un club de football pour avoir la chance de vivre des moments comme ça. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose en coupe, effectivement. Donc ça n'en est que plus agréable. Le 2 janvier, ils devront affronter les joueurs de Versailles, un club de National 2, soit une division au-dessus. Validé, enchaîne. Non. L'entraînement n'est donc pas à négliger pour les joueurs de La Roche, qui comptent avant tout sur la cohésion de leur équipe. Ça se sent très bien. Là, c'est un bon match à prendre. C'est les 16e de finale contre une équipe de N2. C'est juste un niveau au-dessus, donc possibilité de passer, quoi. On a un bon groupe qui vit bien, donc c'est ça le plus important et c'est ça qui fait notre force. Si la possibilité de gagner ce match et de passer en 8e de finale est bien là, la priorité pour les Lyonnais reste la montée en National 2 dans le championnat. Ça nous fait plaisir à nous déjà d'écrire une page de l'histoire du club, mais on n'a pas envie de s'arrêter là, c'est pas notre objectif prioritaire, mais tout ce qui pourra être jouable et on pense que la prochaine rencontre contre Versailles sera jouable, difficile mais jouable, mais voilà, on a envie de continuer à écrire les pages du livre. La Roche VF est le dernier représentant vendéen de la Coupe. Peut-être réaliseront-ils le même exploit que le club des Herbiers en 2018, aller jusqu'en finale de la Coupe de France. C'est le dernier week-end avant la fin des vacances de Noël. Pour profiter des quelques jours qu'il vous reste, je vous propose alors de vous évader à l'Écozoo des Sables-d'Olonne. Si le site a, comme beaucoup d'autres, fermé ses portes en novembre, il accueille du public exceptionnellement pour les vacances scolaires. L'une des dernières occasions de découvrir les arrivées de l'année. Reportage. Le zoo, un voyage de sensibilisation à la découverte d'animaux venus d'ailleurs, cela plaît toujours aux visiteurs. Merci de votre attention et puis peut-être à tout à l'heure au manchot, donc ce sera à 15h. Et les suricates, j'aime bien les suricates. Les loups là, je ne croyais pas si haut sur pattes. Les renards. Les renards, c'est des loups à crinière. Ils sont grands sur pattes, c'est ça. Dans la gueule du loup à crinière, ce pain de glace avec de la nourriture participe à son bien-être. Mieux connaître les animaux afin de mieux les conserver, c'est le credo de l'Écozoo des Sables-d'Olonne. Ici, l'espace pour les girafes a été par exemple transformé pour qu'elles puissent mieux circuler. Toujours pour leur bien-être, elles bénéficient désormais d'un repas supplémentaire. Une girafe, quand elle va manger dans la nature, elle est obligée de circuler avec sa langue entre les épines, puisqu'elle mange majoritairement des feuilles d'acacia. Et donc du coup, là, l'idée, c'est de complexifier la prise pour qu'avec sa langue, elle aille chercher la nourriture. À défaut d'être libre, on travaille ici pour que ces animaux vivant en captivité ne soient pas malheureux. Plus que jamais, les actions en faveur de la préservation et de la biodiversité sont menées dans cet Écozoo des Sables-d'Olonne. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi dès 7h avec Caroline Tronche pour la matinale. Bonne fin de semaine à tous.